19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Maroc, Sierra Leone, les deux pays tiennent à Dakhla la troisième session de leur commission mixte. Réunion couronnée par la signature d'une série d'accords. L'occasion pour la Sierra Leone de réitérer son soutien à l'intégrité territoriale du royaume. Nous parlerons également de cette vague de chaleur précoce qui intéresse actuellement la majorité de nos régions. À Fès, des pointes de 41 degrés ont été relevées cet après-midi. Des températures plein été au mois d'avril, non sans impacter le quotidien des Fassis. Et l'ambiance est plutôt printanière du côté des contreforts du Haut-Atlas. La vallée de Qalat Medgouna se part de ses plus belles couleurs, annonçant la floraison de sa plante emblématique. Qalat Medgouna nous transporte au parfum de sa rose, au plus près des traditions de cueillette locale. Bonsoir. Situation sécuritaire au Soudan. Le rapatriement des ressortissants marocains se poursuit. Un troisième avion de la Royal Air Maroc en provenance du Soudan a atterri en ce début d'après-midi à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Avec à son bord 154 ressortissants marocains et un étudiant sénégalais évacué du Soudan. Une opération d'évacuation en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui vient s'ajouter aux deux arrivées enregistrées mercredi dernier, transportant respectivement 136 et 157 passagers marocains établis au Soudan, et ce après la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays. L'ambassade du Maroc à Ouagadougou coordonne avec toutes les autorités compétentes au sujet de l'affaire des deux cyclistes marocains portés disparus depuis plusieurs jours à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Le but est de déterminer le lieu où ils se trouvent ou s'assurer de sources sûres s'ils avaient quitté ce pays ouest-africain. L'ambassade du Royaume au Burkina Faso est en contact permanent avec les membres des familles des cyclistes. Il a mis à leur disposition le numéro permanent de permanence qui s'affiche à l'écran. Dossier du Sahara marocain, la première cause nationale ne cesse de susciter un vaste élan de soutien international. À Dakhla, la Sierra Leone a renouvelé son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du royaume. La position sierra-léonaise a été réitérée dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la troisième session de la commission mixte Maroc-Sierra Leone, tenue aujourd'hui à Dakhla. Commission couronnée par la signature de 13 accords portant sur différents secteurs clés. Les précisions en compagnie de nos correspondants. Mohamed Touanina. La Sierra Leone réitère son soutien à l'intégrité territoriale du royaume. Elle met aussi en avant le rôle joué par les Nations Unies comme cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution définitive à ce conflit régional. La Sierra Leone salue également la dynamique de la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, dynamique à laquelle elle a volontairement adhéré à travers l'ouverture d'un consulat général à Dakhla. C'était en août 2021. Et c'est dans la Perle du Sud où la Sierra Leone affiche aujourd'hui encore son soutien indéfectible à la première cause nationale. It's historic for the following. Firstly, these agreements are signed in Dakhla. Le fait que ces conventions soient signées dans la ville de Dakhla est une démonstration évidente et on ne peut plus claire de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ainsi que du soutien de la Sierra Leone à l'intégrité territoriale du Maroc. C'est même un signal très fort, car ces conventions portent sur des domaines clés favorables au développement d'une coopération multidimensionnelle et pour le Maroc et pour la Sierra Leone. Nous vivons ce que je peux appeler le Dakhla Momentum. Dakhla est et sera toujours un point d'ancrage incontournable dans les relations que nous entretenons avec le Maroc. Sur le plan diplomatique, Dakhla attire aujourd'hui tous les regards. Elle abrite plusieurs consulats représentant différents pays frères et amis.
Dakhla est aussi une ville qui pèse de tout son poids dans la région, en abritant des manifestations internationales de grande envergure, ainsi que des rendez-vous très importants, comme la 3e commission mixte Maroc-Sierra Leone. C'est une preuve immuable et incontestable de la position de la République sierra-léonaise concernant la marocanité de notre Sahara. La consolidation de la coopération économique est aussi au cœur de cette 3e commission mixte. Commission couronnée par la signature de 13 accords. Tourisme, commerce, promotion et protection réciproque des investissements, tout y passe. Nous tenons vraiment à renouveler notre partenariat économique et commercial avec le Maroc, car nous savons pertinemment que cela ne peut que nous diriger vers un avenir de prospérité partagée. L'économie marocaine se développe à une vitesse grand V, le climat des affaires ne cesse de s'y améliorer. Cela inspire, suscite l'intérêt et aiguise l'appétit des investisseurs. Nous travaillons de concert avec nos homologues marocains pour renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière de commerce, d'import et d'export. Les accords de coopération signés entre le Maroc et la Sierra Leone portent également sur la coopération judiciaire, la santé, l'urbanisme et la diplomatie. Ces accords traduisent l'excellence des relations entre les deux pays partenaires qui est riche comme credo. Une Afrique gagnante est une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. À présent, ces images qui viennent de nous parvenir, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a procédé vendredi à la commune urbaine Gzenaya, préfecture de Tanger, à Ceyla, à l'inauguration du centre hospitalier universitaire CHU Mohamed VI, un pôle médical d'excellence qui permettra, grâce à sa faculté de médecine et de pharmacie, de structurer l'offre de soins au niveau de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima, d'attirer des nouvelles compétences médicales et d'offrir une formation de pointe pour les nouvelles générations de professionnels. Ce centre hospitalier que le souverain a bien voulu baptiser de son auguste nom témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté le roi au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement et l'amélioration des services de santé et le rapprochement des citoyens. Avec une capacité d'accueil de 797 lits, le nouveau CHU de Tanger se trouve au cœur d'un écosystème dédié à la santé. Il a ainsi été réalisé sur un terrain de 23 hectares, 110 000 mètres carrés couverts, contigu au centre régional d'oncologie, proche de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé, et bordé au nord-est par la faculté de médecine et de pharmacie. Structure de soins de nouvelle génération, le CHU Mohamed VI de Tanger a mobilisé des investissements de plus de 2,4 milliards de dirhams, financés par le budget de l'État et le Fonds qatari pour le développement. Il se veut moderne par son architecture, la qualité de soins qu'il offre, l'intégration des nouvelles technologies de pointe et par son respect des principes de durabilité et d'efficacité énergétique, avec notamment l'installation de panneaux photovoltaïques et la réalisation d'une station de traitement des eaux usées et des laboratoires et d'une autre de traitement des déchets médicaux solides. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Chaque année, des travailleurs du monde entier perdent la vie en raison d'accidents du travail et de maladies professionnelles. C'est afin d'éviter de tels drames que la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail a été instituée les 28 avril de chaque année par l'Organisation internationale du travail. Cette année, l'accent est mis sur la sécurité et la salubrité de l'environnement de travail en tant que droit fondamental. Cette unité spécialisée dans la fabrication de pièces d'avion de Noasser fait travailler plus de 140 personnes. La plupart d'entre eux doivent s'acquitter de tâches pointues, nécessitant un environnement de travail sécurisé. Pour ce faire, un ensemble de mesures sont adoptées, avec pour but de garantir la sécurité du personnel, prévenir les accidents de travail et préserver le matériel.
C'est le cas pour Omar, qui doit se parer d'équipements de sécurité avant d'intégrer l'atelier de peinture. Avant d'entrer dans la cabine, je dois enfiler gants et chaussures de sécurité. À cela, j'ajoute la blouse et les lunettes de sécurité quand je fais de la peinture. Je dois être prudent afin d'éviter toute déconvenue. Ces moyens de sécurité sont à la fois une protection pour moi et pour l'entourage. Ce dispositif permet d'éviter les projections. Preuve des efforts entrepris dans le volet de la sécurité du travail, l'obtention par cette unité industrielle de la certification ISO 45001 de sécurité au travail. Partout, des affiches rappellent les consignes à suivre. Objectif, éviter les risques variés et favoriser des conditions optimales de travail. Nous protégeons nos employés de tout type de risques potentiels, à savoir les risques chimiques, les risques mécaniques qui sont relatifs à l'utilisation des machines et des équipements. Troisièmement, il y a les risques électriques plutôt. Donc il y a une équipe dédiée qui peut faire ce genre d'intervention. La relation entre la santé et sécurité au travail et le rendement, c'est une relation directe. Parce que un salarié qui travaille dans un environnement sécurisé, sa concentration va aller plus vers le travail qu'il est en train de faire et non pas vers sa sécurité. Dans un contexte économique de croissance et de compétitivité, la sécurité et la salubrité de l'environnement de travail sont des facteurs essentiels. Ces dispositifs permettent à la fois de promouvoir le développement économique de l'entreprise et d'éviter des accidents qui peuvent entraîner un important coût humain, social et économique. Cette dernière semaine d'avril s'achève sous le signe de la canicule. Prudence, l'épisode de chaleur devra persister encore ce week-end et continuera de traverser demain certaines de nos régions avec des températures qui devront atteindre les 42 degrés à Zagora, Tata, Esmara, Assazag ainsi qu'à l'intérieur de Boujdour, Ouaddahab et Aousserd. L'une des villes les plus touchées par la vague de chaleur, Fès, vit depuis quelques jours sous un pic du mercure jusqu'à 41 degrés enregistré cet après-midi. Une canicule que l'on rencontre normalement en juillet et août et qui semble déjà dissuader un grand nombre d'habitants de quitter leur domicile en journée. Comme vous le verrez dans un reportage signé Mustafa Zahiri, Ibrahim El-Khalwi et Oumaima Ramli. Nous sommes à peine en printemps et le mercure frôle les 40 degrés à Fès. Avec un soleil à son zénith, les rues de la ville sont quasi vides. Seules quelques personnes résistent à cette canicule et elles tentent tant bien que mal de garder la tête froide. Cela fait 2 jours qu'il fait très chaud, une chaleur digne de l'été. À la mi-printemps, il fait généralement plus frais. Les rues sont vides, les habitants attendent la tombée de la nuit pour sortir. Généralement, en cette période de l'année, il ne fait pas aussi chaud. Cette chaleur est suffocante. Nous espérons que la pluie fera son retour. Ressortir casquette, chapeau et crème solaire et surtout bien s'hydrater. Voilà comment se préparent les Fessis qui s'aventurent à mettre le nez dehors avant le coucher du soleil. Mais en attendant une météo un peu plus clémente, les espaces verts représentent un havre de fraîcheur. Cette année, les températures sont exceptionnellement élevées, surtout en cette période. La journée, tout le monde converge vers les zones ombragées. Boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, éviter l'effort physique et maintenir son logement frais, une conduite simple à adopter en ces temps de forte canicule. Le mercure amorce également sa remontée précoce sur l'autre rive de la Méditerranée. Nous verrons l'exemple en Espagne, le voisin ibérique touché depuis quelques jours par un pic de chaleur jusqu'à 39 degrés enregistré à Cordoue, encore 38 vers Séville. Des conditions estivales qui préoccupent les autorités dans ce pays en première ligne du réchauffement climatique. Conflit au Soudan, jour 14, Khartoum, toujours théâtre de combats meurtriers. La violence y a franchi hier un nouveau palier avec des destructions, des pillages et d'intenses bombardements entre l'armée et des paramilitaires. À Khartoum, quelques 5 millions d'habitants tentent de fuir par tous les moyens, privés d'eau courante et d'électricité.
Une précarité qui continue de provoquer un exode massif dans ce pays de 45 millions d'habitants. Direction l'Ukraine, un pays aussi déchiré par les affrontements. Au moins 22 personnes ont été tuées tôt ce matin dans une nouvelle vague de frappes russes sur plusieurs villes en Ukraine. Selon l'administration militaire de Kiev, 11 missiles de croisière ont été abattus dans le ciel de la capitale ainsi que 2 drones. Retour chez nous, plus précisément à Oujda, à l'heure de la 10e édition du Festival des sciences de l'Oriental. Un événement qui en appelle à la conscience de tous pour faire face à une urgence hydrique mondiale. Cristallisant tous les débats, la problématique de l'eau et la gestion des ressources hydriques sont érigées en priorité. Le point avec Iman Ablouf et Rachid Latabi. Un événement sous le signe des responsabilités. Le Festival des sciences de l'Oriental est un rendez-vous qui gagne en popularité. Cette édition est pensée autour d'une urgence, la problématique de l'eau. Plus que jamais, la promotion d'une solide culture scientifique se présente comme un véritable acte citoyen. Les enfants ici présents en sont visiblement conscients. L'eau est une denrée vitale qui se fait de plus en plus rare. Il ne faut pas la gaspiller. Sans eau, la vie est juste impossible. Nous ne devons pas gaspiller l'eau et que la pluie est nécessaire pour vivre, pour les animaux et la vie humaine. Parmi les nouveautés cette année, le nombre des ateliers qui grimpe à 130, avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 2000 enfants en provenance de 24 clubs de l'Oriental, mais aussi des différentes régions du royaume et une moyenne de 300 jeunes volontaires. De l'utilisation des supports informatifs jusqu'à des propositions de solutions concrètes, en passant par des simulations. Une centaine d'ateliers profitent aux jeunes participants. Un travail pédagogique pour vulgariser des concepts comme le stress hydrique. La thématique cette année, c'est la problématique de l'eau. Parce que vous savez, sans l'eau, il n'y aurait pas de vie. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir comment ces jeunes s'intéressent justement à des projets. Ils essaient de monter des projets dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine économique, mathématiques, physique et chimie. L'eau, une priorité des priorités. Sensibiliser les plus jeunes à l'urgence de sa préservation est un devoir collectif de toutes les générations. Football à présent, coup d'envoi demain de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les Lionceaux de l'Atlas prendront part à ce tournoi dans le groupe B aux côtés des sélections du Nigeria, d'Afrique du Sud et de la Zambie. Leur premier match est prévu pour après-demain, dimanche. C'est depuis l'aéroport de Rabat Salé que les U17 se sont envolés pour la ville de Constantine. Un vol direct pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre demain et ce jusqu'au 19 mai, une compétition qualificative pour la Coupe du Monde. Toutes les conditions ont été réunies pour que nous puissions prendre part à cette compétition africaine. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. La Fédération royale marocaine de football a tout mis en place pour que nous menions à bien notre mission. Cette qualification à la CAN 2023 est amplement méritée. Le groupe retenu par Saïd Chiba est dominé par des pensionnaires de l'Académie Mohamed VI de football. 3 jeunes joueurs évoluant à l'international sont de la partie également. Il s'agit de Adam Boufandar, Juventus, Utmel Idrissi, qui évolue en Allemagne, et Zakaria Wazen, qui joue aux Pays-Bas. La sélection nationale évoluera dans le groupe B aux côtés des sélections du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Les groupes sont équilibrés, nous aurons affaire à de grandes équipes. Le meilleur des formations africaines est réuni pour disputer la CAN 2023. Le parcours sera long et difficile, mais avec du sérieux et de l'ambition, nous arriverons à atteindre notre but. À la veille de ce déplacement, les joueurs de la sélection marocaine U17 ont été accueillis par le président de la Fédération royale marocaine de football. Le président de la fédération a rappelé aux joueurs que le public marocain attend d'eux qu'ils honorent le football national lors de cette épreuve continentale qualificative pour le mondial U17, rappelons-le. Les Lionceaux de l'Atlas entameront leur premier match après-demain dimanche, un match programmé à 20h.
Marathon des sables, fin de l'aventure pour le non-up, le vainqueur Rachid El Morabiti et son coéquipier Aziz Lakad. Les deux athlètes ont décidé de se retirer de la 37e édition du marathon. Ces abandons surviennent après que les deux coureurs ont écopé d'une pénalité de 3 heures de retard infligée par l'organisation en raison d'un contrôle inopiné de leur sac à dos ayant révélé que les deux marathoniens possédaient de la nourriture fournie par un tiers alors que le règlement de la course interdit cela. Dernière escale de ce journal avant de nous quitter. Qlat Mgouna, l'antre de la rose à parfum. Chaque année, les rosiers de la province produisent entre 3500 et 5000 tonnes de fleurs fraîches. La fleur est ensuite distillée pour en extraire l'huile essentielle. Un procédé qui fait la renommée de toute la région. De la cueillette à la distillation, notre équipe a assisté à ce procédé. Regardez ce reportage de Mohamed Rachid et Omer Ramli. Dans la vallée de Qlat Mgouna, les paysages s'illuminent au printemps par les roses de Damas. Des effluves pénétrants qui vous enivrent à des mètres de distance. C'est la saison de la cueillette et cette année, la récolte a une saveur particulière. En cette période, nous cueillons les roses plantées en janvier. Cette année, la récolte est bonne et la voisine les 2 tonnes. Toutes ces roses seront séchées. Les roses doivent être cueillies avant qu'il ne fasse trop chaud car la fraîcheur de la nuit et la rosée du matin intensifient leur parfum. La cueillette commence à 4 heures et s'arrête aux environs de 10 heures du matin. Une fois sèches, c'est à cette coopérative que ces roses seront envoyées. Pour en extraire son délicieux parfum sucré, tout le procédé repose sur cette pièce, l'alambic ou le qtara. Des réceptions de la récolte, nous entamons la première étape, celle du tri. Les roses sont lavées avant de passer à la distillation. Dans la partie inférieure, je mets l'eau à bouillir. Les fleurs sont placées dans la partie centrale. La partie supérieure, elle, est remplie d'eau fraîche. Les vapeurs condensées seront récupérées dans des bouteilles en verre. Un procédé qui émerveille les touristes. Il est désormais un passage obligatoire du parcours touristique de la ville. Lorsque la réaction de la chaleur monte, frappe les roses, monte la deuxième fois. C'est une coopérative très intéressante pour nous. Nous avons écouté l'explication de monsieur. Et pour nous, c'était très intéressant parce qu'en Italie, nous n'avons pas cette travail. Et donc, c'était très intéressant et charmante pour nous. La rose de Damas est la fleur la plus utilisée pour la production des huiles essentielles. En 2019, le Maroc occupe le 3e rang des producteurs mondiaux de roses parfumées, derrière la Bulgarie et la Turquie. Et c'est ainsi que nous nous quittons. Le retour de l'information à 21h avec le journal Issia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.